Je me présente, je suis Guillaume Ferreira, je suis chercheur dans le laboratoire de nutrition et neurobiologie intégrée à Bordeaux. Et juste, un petit aparté, je voulais juste rendre hommage à quelqu'un qui est très important ici, que vous connaissez certainement pas, qui a donné la conférence juste avant, c'est Robert Jaffar. C'est un des plus éminents chercheurs sur la mémoire et sur le cerveau en France. Il est professeur émérite et il est à Bordeaux, puisqu'il est professeur émérite à l'Université de Bordeaux. Voilà. Et donc, juste pour continuer, et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des liens qu'il y a entre nutrition et mémoire. D'accord? Puisque ça, c'est mon thème. Je ne suis pas nutritionniste, je suis comportementaliste, neurobiologiste, donc on va parler un peu de cerveau, de mémoire et de ce que la nutrition peut faire là-dessus. Donc tout d'abord, je vais aborder trois notions, la mémoire, la nutrition et l'adolescence. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après, on va un peu démarrer dessus. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, la réponse est peut-être assez simple, c'est est-ce qu'on peut parler de la mémoire ou est-ce qu'il y a plusieurs mémoires, à votre avis? Je sais pas. Ok, ça c'est la réponse facile. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme différents types de mémoire? Est-ce que vous pourriez différencier des mémoires? Oui, vas-y, vas-y. Oui, c'est très bien. Par rapport à quoi? Qu'est-ce que c'est une mémoire courte? C'est que par exemple, tu peux me donner un exemple d'une mémoire très courte? Voilà. Si je te donne un numéro de téléphone tout de suite, tu vas être capable de le redire rapidement. Mais si je te le redemande dans une heure, à mon avis, si tu ne l'as pas noté, tu ne pourras pas le faire. Si tu ne l'as pas mis dans ton téléphone, tu ne pourras pas. Voilà. Mais après, tu as des mémoires à très long terme. D'accord? Donc, il y a une première dichotomie dans les mémoires qui est leur durée, qui est donc mémoire courte, mémoire immédiate, mémoire à court terme, mémoire à long terme. Et donc, voilà. Donc ça, ces mémoires qui sont à très court terme, je vais en parler un petit peu dans ma présentation, mais ce qui va nous intéresser surtout là, c'est les mémoires à long terme. Et même dans les mémoires à long terme, il n'y a pas une mémoire à long terme. D'accord? Donc, il y en a plusieurs. Et la première dichotomie ou différence qu'on fait entre les mémoires sont, chez l'homme en tout cas, la mémoire déclarative et la mémoire non déclarative. D'accord? C'est-à-dire une mémoire consciente et une mémoire non consciente. Donc si on va un petit peu plus loin, parce que c'est même pas aussi simple que ça, mais j'ai fait quand même quelque chose d'assez simple, la mémoire déclarative, c'est la mémoire des épisodes et la mémoire des faits. D'accord? Donc c'est les mémoires épisodiques et les mémoires sémantiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La mémoire épisodique, et comme le disait bien tout à l'heure Robert, c'est je me souviens. Je me souviens. Donc je me souviens de quelque chose de très précis. Par exemple, c'est le cas typique de la Madeleine de Proust. Okay, vous voyez une odeur et ça vous rappelle d'un seul coup, je sais pas, ce que faisait votre grand-mère et donc potentiellement la cuisine de votre grand-mère, l'endroit de la maison. Donc vous voyez un endroit, c'est le où, quand, comment, quoi, qu'est-ce qu'il y avait. Donc c'est tous ces éléments. Donc il y a une relation entre plein d'éléments. Okay, une odeur, un lieu, une personne, dans le temps, vous pouvez remonter. Okay, donc ça c'est vraiment de la mémoire épisodique. D'accord? Okay. La mémoire sémantique, c'est une mémoire des faits, d'accord? Donc vous savez que Paris est la capitale de la France, par exemple. Okay. Voilà. Par extension, ces types de mémoire, on parle aussi de mémoire relationnelle et de mémoire spatiale, d'accord? Donc on peut aussi mettre la mémoire relationnelle et la mémoire spatiale dans ce contexte-là. Et ce qu'elles ont tout en commun, c'est qu'elles dépendent d'une structure cérébrale très particulière qui s'appelle l'hippocampe, d'accord? Ça s'appelle l'hippocampe parce que ça ressemble à un hippocampe, d'accord? Le petit poisson. Voilà. Les autres, qui n'est pas un poisson, mais les autres mémoires sont non déclaratives. Et là, il y a plusieurs types de classifications. J'en ai pris une qui était très très simple. Il y a la mémoire procédurale. C'est les habiletés, les habitudes, d'accord? Vous savez conduire, vous savez jouer au foot, vous savez faire des choses sans en être forcément conscient. Sans en être conscient. D'accord? Et puis, il y a un autre type de mémoire basé sur des conditionnements, des associations entre un événement et une émotion qui va aller avec. Et donc, c'est en général, par exemple, le cas de mémoires qui peuvent être aversives. Et là, dans ce cas-là, c'est deux types de mémoires qui ne sont pas déclaratives. L'une dépend plus fortement du striatum et des interactions du striatum avec le cortex, si j'y arrive. Voilà. Donc ça, c'est la mémoire procédurale. Savoir jouer au foot, par exemple. Et la mémoire aversive dépend d'une autre structure, plus petite, mais très importante, qui s'appelle l'amygdale. Donc, encore une fois, c'est des mémoires qui sont très, très différentes. Et par exemple, une des premières mises en évidence de ça a été un cas qui s'appelait HM, okay,
qui avait très très régulièrement des crises d'épilepsie qui démarraient au niveau temporal, et ça c'était dans les années 50. Et comme il avait énormément de crises d'épilepsie très très fortes, plus d'une vingtaine par jour, il n'y avait pas d'autre moyen, et c'était résistant aux médicaments, donc ils ont été obligés de l'opérer, et ils lui ont enlevé l'endroit d'où démarraient les crises d'épilepsie dans le cerveau. D'accord ? Donc après, il s'est réveillé, il avait quasiment plus de crise d'épilepsie, elle était très très faible, donc ça c'était super. Par contre, il était complètement amnésique, ce qu'on appelle amnésique. C'est-à-dire que le docteur rentrait dans sa chambre, on lui disait bonjour, ça va, bonjour. Il ressortait, il revenait 1 heure après, et il lui redisait bonjour, voilà, parce qu'il ne se souvenait pas du tout de l'avoir vu 1 heure après. Okay, donc ça, c'était une mémoire épisodique. Il avait des problèmes de mémoire épisodique. Mais si maintenant, on lui apprend à dessiner dans quelque chose qui est très difficile, qui demande une habileté motrice très particulière, de dessiner en regardant dans une vitre, d'accord, on ne voit pas sa main et on doit dessiner, on doit suivre un contour d'une étoile, d'accord, on lui demande de faire ça plusieurs jours de suite, d'accord. Et chaque jour, quand on revient dans la salle, on lui représente la tâche qu'il a à faire, on lui dit « vous l'avez déjà fait ?» Jamais, il ne connaît pas cette tâche. Donc il n'a aucune mémoire de cet épisode. Par contre, tous les jours, il s'améliore dans ses performances exactement comme vous et moi. Ce qui montre bien que sa mémoire procédurale, elle était intacte, alors que sa mémoire épisodique était anéantie. D'accord ? Donc c'est juste pour vous montrer que dans le cerveau, il y a différents types de mémoires différentes. Okay ? La deuxième notion, donc une autre notion que j'aborderai après, ces structures cérébrales, en particulier l'hippocampe, l'amygdale, aussi le cortex, c'est des structures qui finissent de se développer pendant l'adolescence et qui ont des connexions entre elles très très importantes pendant l'adolescence. Je le mentionne juste là. Deuxième aspect, la nutrition. D'accord ? Bon, glucides, protéines, lipides, voilà, vous connaissez ça, aussi bien que moi. La chose qui est assez intéressante, et c'est quand même là-dessus que porte une grande majorité des études qui lient, on va dire, l'alimentation ou la nutrition et la mémoire, c'est les lipides. D'accord ? Il n'y a pas que les lipides, mais les lipides sont assez intéressants pour deux choses. La première, et je pense que vous le connaissez tous, c'est les oméga 3, c'est-à-dire il y a plein de lipides. Encore une fois, moi je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous dire ça c'est bien à manger, pas à manger. Encore une fois, ce qui est bien c'est de manger tout, et surtout pas de manger que d'une seule chose. Voilà. Mais ici, il y a plein de lipides. Certains, donc c'est ce qu'on appelle, ils sont caractérisés par le fait qu'ils sont des acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Et il y en a un dont vous avez dû certainement entendre parler, qui est oméga 3. Donc ça c'est un acide gras polyinsaturé qui est plutôt, on va dire, très bon pour l'organisme d'une manière générale. Plein de trucs. Voilà, donc on en trouve par exemple dans les cas de saumon, de thon. Encore une fois, on parle ici de poissons sauvages. Poissons d'élevage, c'est un peu différent. On peut en parler après si vous voulez. Voilà, on peut le trouver dans par exemple, je sais pas si dans des algues, dans le kale, je ne sais pas si des gens connaissent ça, dans les noix, voilà, dans certaines huiles particulièrement. Et on trouve aussi des acides gras saturés. Alors ici, il n'y a pas que des lipides, hein, vous voyez, il peut y avoir un morceau de viande, il peut y avoir d'autres choses et tout. Ce qui est très important de voir ici, c'est que, voilà, ici il y a des frites, mais par exemple, donc elles sont cuites dans l'huile, ici c'est frit, il y a beaucoup de graisses, et des graisses saturées. Et ça, d'une manière générale, c'est moins bon pour l'organisme. Okay ? Autre chose à savoir, c'est que le cerveau, qui est encore, on va dire, jusqu'à preuve du contraire, l'organe de la mémoire, on va dire, est composé à 60% de lipides. D'accord ? Et que, même s'il ne représente que 2% du poids du corps, il a besoin de 20% des apports d'énergie qu'on a chaque jour. Dernier petit point que je voulais faire, c'est l'adolescence. Alors, pas simplement parce que la grande majorité de la salle est remplie d'adolescents, mais parce que moi, c'est une période qui m'intéresse particulièrement. Alors, parce que c'est une période hypersensible du développement. Pendant très longtemps, on a pensé qu'en fait, il y avait une maturation cérébrale qui était très très tôt, vraiment dans la toute petite enfance, ce qui est vrai, tout à fait vrai, et que ça s'arrêtait très très rapidement après, et qu'en fait, finalement, juste avant l'adolescence, l'adolescent était un petit adulte, très compliqué, on va dire, mais un petit adulte. Voilà. Bon, maintenant, on sait depuis quand même pas mal d'années que ce n'est pas le cas. Et ici, vous avez juste un exemple fait en IRM fonctionnel, où on a regardé un peu l'épaisseur de différentes structures du cerveau de 5 ans à 20 ans. Donc il y a eu pas mal de laboratoires qui ont fait ça. Et ce que vous pouvez voir ici, en fait, c'est qu'il y a une évolution avec l'âge. Vous voyez, ça démarre à 5 ans, ça va jusqu'à 20 ans. On va considérer que l'adolescence est à peu près entre 11 et 18 ans. Si on est un peu plus restrictif que ça, si on pense au terme anglo-saxon teenager, c'est tous les teens, on va dire. Donc ça peut être de 13 jusqu'à 19.
Donc voilà, vous avez une maturation du cerveau qui continue quasiment jusqu'à l'âge de à peu près 20 ans, où là on a à peu près une photographie qui correspond à peu près à celle qui a plus tard. Mais cette maturation, on la voit au travers de l'épaisseur du cortex, on la voit au travers de la connectivité entre les structures, comment elles communiquent, et pas simplement au travers de comment juste est faite la structure. Dans ce cas-là, la plupart des structures sont, on va dire, bien faites assez tôt, mais elles ne sont pas forcément matures complètement. Voilà. Donc ce qui est important de savoir, c'est que l'adolescence correspond à une fin d'organisation et une maturation du cerveau, d'accord, et qu'il a été montré dans pas mal de cas qu'il y avait une hypersensibilité à l'environnement pendant cette période, la nutrition, la nourriture faisant partie de l'environnement. Tout en sachant aussi que les adolescents sont les plus gros consommateurs de sucre et des gros consommateurs de graisses saturées. Donc maintenant, pour aller un petit peu plus loin entre mémoire, nutrition et adolescence. D'accord ? Encore une fois, je parle de l'adolescence parce que ça pourrait représenter une période de développement très particulière et de sensibilité particulière à la nutrition, d'accord ? À ce qu'on peut gérer. Donc je vais vous parler de 2 études très intéressantes qui sont sorties très récemment aux États-Unis, et d'ailleurs intéressantes, dans le labo de Neil Cohen, qui a bossé avec Larry Squire il y a très longtemps et tout, voilà. Et en fait, juste avant de vous expliquer les résultats de ces études, je vais vous montrer un peu le type de test de mémoire qu'ils ont pu faire, d'accord ? Donc on va commencer par une mémoire très très simple. Est-ce que vous voyez bien ? Je sais pas. Il y a des petits monstres, ok, que vous allez voir sur chacune de ces images. Ok. Celui-là, là, ok. Et là, c'est simple, hein, ok. Et là, vous avez un choix à faire. Vous devez retrouver le monstre que vous avez vu. D'accord ? Il est là. Vous avez compris le principe. Donc on va la faire pour de vrai. D'accord ? J'ai pas de récompense, mais essayez quand même de jouer, ok ? C'est lequel ? En bas, on m'a dit. Celui-là. Oui, c'est celui-là. Très bien. Mais ça, c'est facile. Et ça, par exemple, on n'a pas besoin d'hippocampe pour faire ça. D'accord ? Donc maintenant, il y a une tâche qui n'est pas très très loin, ou qui paraît pas très très loin de celle-là, mais qui en fait l'est, qui est une tâche de mémoire relationnelle. Donc là, pareil, je commence, c'est assez facile. C'est que là, vous avez, désolé, vous voyez peut-être pas les petits monstres, mais chaque petit monstre est associé à un paysage et à un environnement différent. D'accord ? Ok ? Et donc là, c'est important de vous souvenir de cette association et de faire une relation entre l'item, entre le monstre et le paysage qu'il y a derrière. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, vous avez bien repéré les 3. Parce qu'après, on va vous demander, ok, vous avez 3 monstres, lequel est associé au paysage, d'accord ? Ici, c'est très facile. C'est facile parce que je vous mets dans une condition facile, on va dire. C'est celui-là, d'accord ? Ça, c'est une mémoire relationnelle. Et pour faire ça, vous avez besoin de l'hippocampe, d'accord ? Donc on va le faire, on va voir si votre hippocampe est plutôt pas mal. Tout le monde a trouvé le bleu ? Ouais, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Donc, ça va. Donc la première étude qu'ils ont fait, ils ont regardé ils ont fait ces tâches chez des préados, et en fait, ils se sont intéressés à ce que mangeaient ces adolescents, d'accord ? Et ils ont essayé de regarder si leur niveau de performance en mémoire relationnelle, donc qui dépend de leur capacité, on va dire, hippocampique, de l'hippocampe, était en lien avec éventuellement certains aliments qu'ils avaient. Et la première chose qu'ils ont vue, c'est qu'ils ont énormément focalisé sur les lipides, d'accord ? Et ils ont trouvé 2 relations hyper intéressantes chez les lipides. C'est que, en fait, plus ces préados consommaient d'oméga 3, plus leur mémoire relationnelle était bonne. D'accord ? Ils ont une corrélation positive entre les niveaux d'oméga 3 consommés et leur mémoire relationnelle. D'accord ? C'est de la corrélation. Deuxième chose, chez les mêmes ados, ils ont pu voir que plus ils consommaient de lipides saturés, de graisses saturées, moins leur mémoire relationnelle était bonne. D'accord ? Ce qui va avec le fait, ce que je vous présentais tout à l'heure, que plutôt les oméga 3 sont plutôt bons d'une manière générale pour le corps, et là pour la mémoire,
et les acides gras saturés, plutôt moins bons. Après, ils ont fait une étude qui là s'est intéressée à une population particulière, c'était des préados et qui étaient en surpoids ou obèses. Et chez ces préados, ils ont trouvé, ici ce que vous avez, c'est ils ont regardé le tissu adipeux au niveau abdominal, d'accord, et ils ont fait une relation, et ils ont montré que plus ce tissu adipeux abdominal, on peut dire plus l'obésité était importante, moins leur mémoire relationnelle était importante. Ce qui n'était pas du tout le cas de la mémoire simple qu'on a fait tout à l'heure, la mémoire d'item, qui ne dépend pas de l'hippocampe, où là, il n'y avait aucune relation. D'accord ? La mémoire était très très bonne et il n'y avait pas de relation. Simplement pour dire que là, potentiellement, ils mettaient le doigt sur le fait que l'obésité et potentiellement l'ingestion de lipides saturés pouvaient particulièrement atteindre une structure cérébrale essentielle pour la mémoire épisodique relationnelle qui était l'hippocampe. D'accord ? Donc, la question qu'on s'est posée, je vais vous montrer quelques petites évidences qu'on a pu avoir au niveau expérimental. Là, on est passé chez l'animal. Ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on fait chez l'homme. On arrive à aller beaucoup plus loin chez l'homme. Mais là, c'est des études corrélationnelles. Donc, on pense qu'en effet, cette ingestion de lipides particuliers peut être liée. Et la question qu'on s'est posée, c'était de savoir si, en fait, l'adolescence pouvait être une période de vulnérabilité particulière aux effets de l'alimentation sur la mémoire. D'accord ? Parce que là, encore une fois, il ne parlait que de préados, d'ados, mais il n'y avait pas une comparaison potentielle avec des adultes et on ne savait pas forcément tout ce qu'il y avait, tout le passé éventuellement qu'il y avait derrière ces individus si on les testait à l'âge adulte. Donc, ce qu'on a voulu faire sur l'animal, c'était se focaliser sur des graisses saturées, en particulier ici, c'est provenant du lard, et donc proposer à des animaux leur régime classique, qui comporte 11% de calories qui viennent de lipides, versus un régime hyperlipidique, qu'ils aiment beaucoup, et qui est composé à 45% d'apport énergétique provenant des graisses saturées, ici du lard. Et ce qu'on a fait, on a fait un petit, on va dire, design expérimental très simple. Bon là, je vous résume. Ça peut paraître très grossier de parler d'enfance, d'adolescence chez l'animal, mais sachez qu'il y a plein d'études très objectives qui ont pu définir des périodes d'adolescence, même chez les rongeurs, oui, basées sur des critères très objectifs qui sont la maturité sexuelle, la maturité cérébrale et par exemple des comportements très particuliers de jeu, de prise de risque et de choses comme ça. Voilà. Donc c'est très sérieux, encore une fois, par rapport à objectiver. Tout le monde n'est pas d'accord sur les périodes. Il y a des périodes beaucoup plus restrictives, mais disons que on considère que lorsque les petits sont encore avec leur mère, c'est la période d'enfance. Après, ils sont ce qu'on appelle sevrés, donc ils sont isolés des mères. Voilà. Et après, il y a une période d'adolescence jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Et ce qu'on a fait très simplement, c'est qu'on a exposé les animaux à ces régimes en commençant dès 3 semaines pendant 2 à 3 mois. Et donc, on les teste quand ils sont tout jeunes adultes et on regarde comment est leur mémoire et comment est leur cerveau. Et on compare ça à des animaux qui sont exposés pendant la même durée, mais là, le régime démarre à 12 semaines, donc il exclut complètement cette période d'adolescence. D'accord ? C'est très très simple comme design. La première des choses qu'on a pu voir, c'est que le régime a les mêmes effets au niveau de la prise de poids sur les deux groupes, d'accord ? Qui n'est pas l'obésité, c'est un léger surpoids, en général de 10-15%. Et qu'il engendre des changements métaboliques, d'accord ? Donc plus de tissu adipeux. Une des hormones qui est produite par le tissu adipeux, c'est la leptine. Et on a des augmentations de leptine quand les animaux sont exposés à un régime hyperlipidique pendant l'adolescence ou à l'âge adulte, similaires. Donc on va dire d'un point de vue métabolique et morphologique, les effets sont un peu les mêmes. Est-ce que maintenant les effets sont les mêmes au niveau de la mémoire ? Alors, la première chose assez simple qu'on a fait, peut-être que vous connaissez ça, c'est une tâche très très simple, c'est la tâche de la piscine de Morris, puisque c'est Richard Morris qui l'a le premier, on va dire, mis sur le marché, il y a plus d'une trentaine d'années. Et en fait, on met des animaux, il y a une piscine qui fait entre 1,50 m et 2 mètres de diamètre, et dans cette piscine, il y a une plateforme, d'accord ? On va lâcher l'animal à différents endroits, et en fait, assez rapidement, la souris ou le rat va vouloir retrouver la plateforme pour sortir de l'eau. Okay. Ce qu'il y a, c'est que, comme on est un peu des gens qui aiment bien titiller les animaux, ça serait trop simple s'ils pouvaient voir la plateforme. Donc en fait, on met de l'eau, un liquide opaque, donc
toute la piscine est dans une eau blanche, et la plateforme est blanche, donc ils ne peuvent pas la voir. Donc pour arriver à trouver cette plateforme, ils doivent se repérer sur des indices spatiaux qu'il y a tout autour de la piscine. Et pour qu'ils n'aient pas un chemin particulier, on les lâche à différents endroits, pour qu'ils n'apprennent pas une route particulière pour aller à la plateforme, d'accord ? Donc ils doivent en fait former une mémoire spatiale. Donc la première des choses, c'est que les animaux consomment le régime hyperlipidique à l'adolescence ou à l'âge adulte, ils arrivent très très bien à apprendre. Ce qu'on voit ici, c'est le temps qu'ils mettent à rejoindre la plateforme le premier jour d'apprentissage et le 5e jour d'apprentissage. Et vous voyez qu'ils mettent de moins en moins de temps pour aller jusqu'à la plateforme. Donc ils apprennent très très bien, il n'y a pas de souci. On teste leur mémoire à court terme, immédiatement après, et en fait, on enlève la plateforme, et là on va regarder en fait ce que fait l'animal dans cette piscine, et en particulier, ici on met une sorte de petite plateforme virtuelle, qu'on analyse sur l'ordinateur, et on en met 4 comme ça dans les différents cadrans. D'accord ? Si l'animal a bien compris que la plateforme était ici, il devrait plus croiser cet emplacement, d'accord, que les autres emplacements. D'accord ? C'est tout à fait le cas dans tous les groupes. D'accord ? Exposés au régime hyperlipidique à l'adolescence ou à l'âge adulte, ils arrivent très très bien. Le hasard étant 25%, ils sont à 50% de croisement préférentiel de cette plateforme. Il n'y a pas de souci. Si on interroge maintenant les animaux en mémoire à long terme, 4 jours plus tard, ce que vous voyez, c'est que les animaux contrôlent, ils ont un peu diminué leur performance, mais ils y arrivent très très bien, mais plus du tout les animaux qui ont eu un régime hyperlipidique pendant l'adolescence. D'accord ? Ils sont complètement au hasard. Donc, première des choses, il semble qu'il y ait un effet de ce régime, mais cet effet semble être assez spécifique de l'adolescence, parce que si on fait la même chose chez des animaux qui ont été exposés à la même durée de régime à l'âge adulte, on n'a pas ce problème. Donc ici, il y a 2 informations importantes. La première, c'est qu'on voit un effet qui est sur la mémoire à long terme spatiale et pas la mémoire à court terme. Et ça fait appel à une notion dans la mémoire assez intéressante qu'on appelle la consolidation de la mémoire. D'accord ? Donc là, il semble qu'il y ait un déficit de consolidation chez les animaux exposés au régime hyperlipidique à l'adolescence. D'accord ? La consolidation, pour voir ce que c'est, imaginez un mur de briques avec du ciment. Okay, pendant quelques temps, vous allez pouvoir le casser. D'accord ? Donc vous allez pouvoir, on va dire, empêcher cette mémoire de se consolider, mais une fois que le ciment a bien pris, la mémoire est bien consolidée, et ça c'est de la mémoire à long terme, d'accord ? À très long terme. Donc là, cette mémoire à long terme, dans ce cas-là, elle est déficiente. Et la deuxième notion importante, c'est que ce n'est pas le régime hyperlipidique en soi, c'est le régime hyperlipidique et le moment du développement où on ingère ce régime. Donc la deuxième étude, on a voulu aller voir un petit peu plus loin ce qui se passait, c'était une étude qui était un peu plus proche de leur mémoire relationnelle chez l'homme. Et donc les animaux, là, ils ont une mémoire d'abord spatiale, mais beaucoup plus compliquée que celle d'avant. Ils ont différentes paires à apprendre. D'accord ? Ils ont une paire A, donc il y a 2 bras qui sont ouverts, c'est un labyrinthe en croix, comme ça les animaux sont au milieu, tous ces bras sont fermés, il n'y a que 2 bras qui sont ouverts, et en fait, il n'y a que celui-là qui au bout a une petite récompense. D'accord ? On fait la même chose avec une autre paire, 2 autres bras sont ouverts, et c'est celle-là qui est récompensée. D'accord ? Chaque fois que ces 2 bras sont ouverts, c'est toujours le même bras qui est récompensé. D'accord ? Et ces bras sont présentés de façon aléatoire, chaque jour, pendant au maximum 12 jours, et il y a différentes paires. La première constatation, ce n'est pas celle-là la plus intéressante, mais la première constatation, c'est qu'on regarde le nombre d'animaux qui arrivent à atteindre un critère qu'on a fixé qui est 75% de réponses justes. D'accord ? Et la première constatation qu'on voit, c'est déjà les contrôles, quasiment tous les contrôles, il y en a, on va dire 19 sur 20 qui arrivent sans problème. Ici, il n'y a que la moitié des animaux qui ont eu le régime hyperlipidique à l'adolescence qui arrivent à atteindre ce critère. Et quand c'est donné à l'âge adulte, il y a une petite diminution, mais pas aussi drastique. Mais le plus intéressant arrive. Si maintenant on prend tous les animaux qui y arrivent, ceux-là, d'accord ? Voilà leur performance dans ces paires-là. Donc c'est la même chose que ça, mais on reprend ces paires et on prend que les animaux qui sont très bons. Donc là, vous voyez, ils sont à plus de 75% de choix. Tous les groupes sont très bons pour ces 2 paires-là. Mais là, maintenant, on va leur demander de faire appel à leur mémoire, mais on va leur demander d'utiliser leur mémoire d'une façon assez flexible et basée sur des relations entre tous ces bras. Donc on va leur demander de faire un transfert, c'est-à-dire qu'on va leur proposer un bras de cette paire-là et un bras de l'autre paire. On fait une recombinaison des bras. D'accord ? Et quand on fait ça, on s'aperçoit que les animaux contrôle diminuent un petit peu leur performance. C'est normal, c'est un peu une nouvelle situation, mais ils y arrivent très très bien. Ils sont au-delà du hasard et ils ont une mémoire qui est très bien. Ils sont très très bien adaptés à la nouvelle situation. Leur mémoire relationnelle est très très bonne. Ce n'est pas du tout le cas des animaux qui pourtant avaient une très très bonne performance ici et qui ont eu un régime hyperlipidique à l'adolescence. Par contre,
quand on a donné ce régime à l'âge adulte, on n'a eu aucun déficit chez ces animaux qui étaient arrivés. Donc, bien sûr, la question suivante était de savoir, il va falloir aller plus vite, était de savoir si au niveau de l'hippocampe il se passait quelque chose de particulier, et donc nous avons regardé en particulier les nouveaux neurones. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce que l'on peut croire, il y a une formation de nouveaux neurones toute la vie. Pas simplement pendant le développement très précoce. Par contre, assez rapidement, donc après le développement, après l'enfance, elle est limitée à 2 zones très particulières du cerveau, dont une est l'hippocampe. Donc il y a les formations de nouveaux neurones. Donc on a regardé comment étaient ces nouveaux neurones, et ce qu'on a pu voir en fait, c'est que l'exposition au régime hyperlipidique pendant l'adolescence diminuait, pas énormément, environ de 20%, le nombre de ces neurones qui sont formés dans l'hippocampe, alors que ce n'était pas du tout le cas quand ces nouveaux neurones étaient formés à l'âge adulte. On a aussi regardé l'inflammation qu'il y avait dans l'hippocampe, donc là je vais juste aller un peu plus vite. Au niveau basal, on voit qu'il n'y a pas de différence. Par contre, si on stimule l'inflammation, ce qu'on voit, c'est qu'après une exposition au régime hyperlipidique lors de l'adolescence, on a une augmentation très forte de marqueurs de l'inflammation, spécifiquement dans l'hippocampe. D'accord ? Par rapport aux animaux contrôle. Ce n'est pas le cas quand on fait ça à l'âge adulte, c'est-à-dire que la stimulation augmente l'inflammation chez tout le monde, mais ici au même niveau. Par contre, elle explose complètement chez les adolescents qui ont consommé un régime hyperlipidique. Donc juste pour résumer, et pour tout de suite contrer quelque chose de faux, la première conclusion, c'est que l'adolescence semble être en effet une période de vulnérabilité particulière à des régimes, à la nutrition et à des régimes hyperlipidiques, plus que l'âge adulte. Je ne suis pas en train de dire que les adultes sont complètement immuns de tout effet. Si au contraire on utilise des régimes, une exposition plus longue, ou des régimes un peu plus fortement lipidiques, ou un peu plus de sucre avec et tout, on aura exactement les mêmes effets à l'âge adulte. C'est uniquement pour dire qu'il y a une sensibilité accrue de la période adolescente. D'accord ? Donc, la deuxième chose, je vais un peu plus vite, on s'est demandé si c'était quelque chose de très particulier à ce type de mémoire, et donc on est allé voir un autre type de mémoire qui dépend d'un autre système, et au cœur de ce système, ce qui est important, c'est l'amygdale, et donc on s'est intéressé à la mémoire émotionnelle. Donc, là, ce que j'appelais, c'est pas comme ça qu'on l'appelle dans notre jargon, mais pour que vous compreniez, c'est la mémoire du dégoût, d'accord ? Donc les émotions, le dégoût, la peur, il y a différentes choses, et là-dessus, on peut former des mémoires, et en particulier la mémoire de la peur, la mémoire du dégoût. Et comment on fait une mémoire, entre guillemets, du dégoût ? C'est qu'on donne de l'eau avec une odeur, par exemple, particulière, à l'animal. L'animal le boit très bien, il n'y a aucun problème. Et ensuite, il a un petit malaise gastrique. Un peu de la même façon que quand vous allez, je sais pas moi, par exemple dans un pays étranger, vous mangez quelque chose de nouveau, ça c'est nouveau, ok, et juste après, voilà, vous êtes bien malade. En général, ce qui se passe, c'est que quand on vous repropose cet aliment quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années après, si vous retournez dans le pays, vous ne le mangerez pas. D'accord ? Vous l'éviterez. C'est tout à fait adaptatif. Donc là, ce qu'on voit, c'est que quand on teste les animaux, alors tout d'abord, l'exposition au régime hyperlipidique ne change rien du tout sur la perception olfactive, la consommation olfactive, en tout cas dans notre cas à nous, sur la perception du malaise. Par contre, voilà ce qu'on a chez les animaux contrôle. Ici, vous avez ce qu'ils ont consommé. Des animaux qui n'ont pas eu de malaise ici, quand on leur représente, ils sont à, on va dire, 100% de consommation. S'ils ont eu un petit malaise, là, ils diminuent leur consommation. Ça, c'est une aversion. Qu'est-ce qu'on voit lorsqu'ils sont exposés au régime hyperlipidique à l'adolescence ? Ils ont une aversion, mais elle est plus forte. Si on les expose à l'âge adulte, ils ont une aversion tous, mais au même niveau. Donc là, on a testé les animaux 3 jours après. D'accord ? Donc mémoire à long terme. Donc on a testé les animaux 4 heures après, et là, 4 heures après, les ados, ceux qui ont été exposés pendant l'adolescence, ont une mémoire, une aversion qui est similaire chez les contrôlés. Donc là, encore une fois, il y a 2 choses. Une chose qui est similaire à ce que je vous ai montré avant, et une chose qui est différente. La chose qui est similaire, c'est qu'on a un effet particulier des régimes hyperlipidiques lors de l'adolescence sur la mémoire, et ici une mémoire aversive. Ce qui est complètement différent, c'est qu'on n'a pas une perturbation de la mémoire, on a une exacerbation de la mémoire. Je ne dis pas que c'est bien, je pense que ce n'est pas non plus adaptatif, mais encore une fois, c'est un sens opposé. Donc on a regardé hyper rapidement, ce qui se passait au niveau de l'amygdale, d'accord ? Et on a regardé comment les neurones réagissaient au niveau de l'amygdale. Et ce qu'on a pu voir, c'est que par exemple, ce que vous avez ici, vous faites une stimulation, d'accord ? Donc on est dans l'amygdale, vous faites une stimulation et puis vous enregistrez les neurones. Quand vous faites cette stimulation, vous voyez que vous avez une augmentation de la réactivité des neurones, on va dire, de l'autre côté de la stimulation.
Okay, ça, c'est chez les contrôles. Quand on regarde ce qui se passe chez les animaux exposés au régime hyperlipidique pendant l'adolescence, vous avez une hyperactivation en sortie. D'accord? Comme si, en fait, cette structure était hyper répondante et hyper activée, ce qui va avec le fait que les animaux exacerbent leur mémoire de dégoût. Et on a la même chose en mémoire de peur. Je ne l'ai pas dit. Donc, deux choses à savoir. La première, c'est que par rapport à ces résultats, en effet, l'adolescence semble être une période vulnérable aux effets de la nutrition et de l'alimentation, mais que ce n'est pas aussi simple de savoir exactement quel effet il va y avoir sur la mémoire et que ça dépend en fait du type de mémoire. Voilà. Donc, juste pour finir sur des notes peut-être un peu plus positives, je ne sais pas, c'est la nutrition peut-elle améliorer la mémoire? À la limite, j'imagine que c'est peut-être ce que tout le monde était venu chercher ici. La première des choses, j'aurais tendance à dire, quand les sujets sont des sujets, on va dire, lambda, en bonne forme, où tout va bien et tout, c'est pas gagné. De très bien manger, c'est très très bien, parce qu'encore une fois, de pas bien manger, je pense que ça peut perturber la mémoire, comme on l'a vu, en particulier pendant cette même période. Par contre, si vous mangez sainement et normalement, je dirais qu'il n'y a pas tellement de problème. Mais cette question, elle est très intéressante pour deux choses. La première, c'est par exemple, sur ce qu'on a fait avec les régimes hyperlipidiques pendant l'adolescence, on peut se demander si on rajoute quelque chose dans le régime hyperlipidique, est-ce qu'on peut arriver à améliorer ça, par exemple? Et la deuxième chose, c'est, il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à ça, c'est le déclin cognitif lié à l'âge, qui est tout à fait normal, mais de savoir si on peut le retarder et l'améliorer. Et donc je vais vous montrer 2-3 études là-dessus. Donc la première, une étude qu'on a fait chez l'animal, et je finirai par l'homme, je commençais par l'homme, je finirai par l'homme. On a fait des choses assez rigolos, donc c'est une autre tâche hyper simple, où on a mis des animaux avec des nouveaux objets, mais dans un nouveau contexte, d'accord? Et si on teste ces animaux exposés pendant l'adolescence au régime hyperlipidique, qu'on les teste 3 heures après en leur représentant un nouvel objet, ils n'ont pas de problème à reconnaître. Par contre, à 24 heures, ils répondent complètement au hasard. La nouveauté du contexte, de l'environnement et des objets est hyper importante, parce que s'ils sont familiarisés au contexte, on n'a pas ce déficit. Donc c'est vraiment très important. Donc là encore, on retrouve dans une autre tâche le fait que la consommation de régime hyperlipidique à l'adolescence perturbe une mémoire, en l'occurrence une mémoire de reconnaissance. Et là, on s'est intéressé, on s'est demandé, dans le laboratoire, Robert a bossé dessus il y a une quinzaine d'années, sur la vitamine A, moi. Non, mais j'ai pas dit ça, j'ai dit que tu avais fait beaucoup d'études dessus. Mais les premiers travaux étaient au début des années 2000. Ouais. Et donc, on s'est intéressé à la vitamine A, parce que la vitamine A, qu'il y a dans qu'il y a beaucoup dans le bêta-carotène, des choses comme ça, est une vitamine qu'on ne peut avoir qu'au travers de la nutrition, on ne la produit pas. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'elle avait des propriétés très intéressantes au niveau plasticité. Elle pouvait vraiment améliorer la plasticité au niveau cérébral, en particulier au niveau de l'hippocampe. Elle a été montrée comme ça, en particulier chez des souris âgées. Ça, c'était les travaux qu'avait fait Robert. Et donc, on s'est demandé si, en supplémentant nos régimes hyperlipidiques avec la vitamine A, on pouvait arriver à quelque chose de ce type. Et en effet, alors que la vitamine A, dans les régimes hyperlipidiques, ne diminue pas la consommation de régimes ou de choses comme ça, elle améliore la mémoire de reconnaissance. D'accord? Ici, pour faire simple, j'ai mis que 3 groupes. Normalement, le vrai design expérimental, c'est qu'on met aussi chez les contrôles une supplémentation en vitamine A. Qu'est-ce que ça fait, à votre avis? Ça perturbe. Simplement pour vous dire que ce n'est pas aussi simple que ça et que je disais que ce qui est important, c'est de savoir dans quel état est le sujet. D'accord? Par rapport à la supplémentation. Juste, voilà, le côté anecdotique, c'est qu'on a aussi regardé ce qui se passait au niveau du cerveau, en particulier au niveau de l'hippocampe et de son activation suite à la présentation de nouveaux objets dans un nouveau contexte. On voit une différence d'activation, en particulier une hyperactivation qui serait due à un trop fort bruit de fond chez les IFAT, et il est normalisé par le fait de mettre de la vitamine A dans le régime. D'accord? Donc maintenant, je finis par 2 études chez l'homme. La première, c'est très joli, voilà. La première qui s'est intéressée aux oméga 3, donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les oméga 3 qui sont là, et voilà, je vous présente l'étude de manière très simple. Ici, ce qu'ils ont montré, donc c'est une étude qui a été faite sur à peu près une cinquantaine de personnes. En fait, quand on regarde vraiment l'étude, elle est faite sur un nombre assez important de gens, et ce sont des études où on perd pas mal de sujets au cours du temps. Voilà. Et donc, ils ont supplémenté, et donc ils ont pris 2 groupes,
Et ces groupes, pendant 6 mois, devaient prendre 4 gélules par jour d'huile de poisson, donc qui contient du DHA et de l'EPA, qui sont les principaux composés d'oméga 3, et un groupe prenait des gélules où il n'y avait rien dedans, il y avait du placebo. D'accord ? Donc c'était vraiment le contrôle. Donc ils ont comparé les taux d'oméga 3 au début de l'étude, puis ils les ont comparés 6 mois après. Et là, vous voyez en effet que bon, ça c'est un taux qui reste, on dirait qu'il baisse, mais finalement il reste à peu près similaire. Mais là, vous avez une forte augmentation du taux d'oméga 3 chez les animaux qui ont reçu la supplémentation en oméga 3. Donc ça, c'est juste une vérification que ce que vous avez fait, en effet, augmente les niveaux d'oméga 3. Et ici, ils ont utilisé une tâche assez originale, on va dire peu classique dans la littérature, mais c'est une tâche en fait un peu de localisation d'objets comme on a chez l'animal où on change des objets. Là, c'était des buildings où les gens devaient localiser des buildings un peu dans une route qu'ils devaient faire, voilà, des choses comme ça. Et donc ça dépend fortement de l'hippocampe. Et là, vous avez les performances des sujets au départ, parce que bien évidemment, pour faire cette étude, il faut être sûr au départ que les deux populations sont de niveau équivalent pour voir s'il y a un effet bénéfique ou négatif. Et là, en effet, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a très peu d'amélioration. Il n'y a rien 6 mois après chez les personnes qui ont reçu le placebo, mais une très belle amélioration des performances chez les sujets, excusez-moi, qui ont reçu la supplémentation. Encore une fois, les sujets étaient des sujets entre 50 et 75 ans, au moment où le déclin cognitif, tout à fait normal, commence. Donc, je vous parle aussi d'une autre étude, je finis par ça, qui a utilisé des polyphénols. Et le principe de l'étude est exactement le même. Ils sont allés un petit peu plus loin parce qu'ils ont fait de l'imagerie cérébrale. Et donc les polyphénols, c'est ce que vous avez. Bon, nous, on connaît ça dans le vin et on est très content avec les raisins et tout. Encore une fois, un verre de vin, vous avez le bénéfice des polyphénols. Une bouteille de vin, vous commencez à avoir surtout les effets négatifs de l'alcool. Donc voilà, c'est toujours à bien réfléchir, on va dire. Voilà, il y en a beaucoup à savoir dans tout ce qui est bleuet, tout ce qui est voilà. C'est fruits des bois. Il y a beaucoup de polyphénol là-dedans. Et donc, ils ont fait la même étude. Donc, ils ont pris le resveratrol, ce qu'il y a beaucoup dans le raisin. Et au départ, les performances, donc c'est des performances de rétention. Il y a des listes de mots. Les gens rappellent les listes de mots, puis ils attendent une demi-heure. Ils récupèrent les listes de mots. Et on voit comment sont les performances sur cette rétention d'une demi-heure. Donc, les groupes étaient similaires au départ. Celui qui a le placebo, 6 mois après, a plutôt tendance à être similaire, voire moins bon. Mais celui qui a reçu le resveratrol a, on va dire, un maintien cognitif, voire une amélioration des performances. D'accord ? Encore une fois, c'est des études, c'est sur 6 mois, ça peut paraître très court, hein, d'accord ? Mais c'est énorme comme travail. D'accord ? C'est énorme, parce que ça veut dire qu'il faut être sûr que tous les jours, les gens consomment bien ce que vous leur donnez, répondent là-dessus. Donc c'est vraiment des études très très lourdes. Et en même temps, ils ont fait une étude d'imagerie cérébrale. Ils ont regardé l'hippocampe, qu'on ne voit pas bien ici, mais c'est ce qu'il représente ici, et en particulier la connectivité qu'avait l'hippocampe quand il s'active. Est-ce qu'il s'active en même temps qu'une autre structure cérébrale, qui là était le préfrontal. Okay, et en fait, ils ont montré que les performances de rétention étaient corrélées au fait qu'il y avait une meilleure FC, ça veut dire Functional Connectivity. C'est la connectivité fonctionnelle entre l'hippocampe et les structures frontales. Voilà. Et donc que les polyphénols, puisque ça c'est le groupe polyphénol, pouvaient jouer sur cette connectivité. Donc voilà, j'ai fini mon exposé. J'espère vous avoir convaincu qu'il y avait un lien entre la nutrition et la mémoire. Encore une fois, ça c'était mes filles il y a très longtemps, mais voilà, et là, qui commence très très tôt.